Donc, bonjour à tous, je suis Martial Defort, je suis chercheur au CNRS au laboratoire TIMA, c'est en centre-ville. Et je vais vous parler un petit peu d'une partie de mes recherches qui traite sur du chaos, des systèmes micromécaniques, et comment on peut mélanger ça pour essayer de faire de la sécurité. Alors je tiens à préciser que je viens pas du domaine de la sécurité, donc j'ai pas forcément le bon vocabulaire, donc n'hésitez pas surtout à poser des questions si jamais il y a des choses qui sont pas forcément claires de ce point de vue-là. Donc on va y aller petit à petit. On va commencer par... attendez. Hop. On va commencer par juste parler du chaos. Donc le chaos, c'est un phénomène physique qu'on va trouver un petit peu partout. Il suffit de savoir où regarder. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour vous faire une petite idée. On va commencer par Nix, qui est un satellite de Pluton, qui précède sur lui-même. Et il précède de manière chaotique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, on ne sait pas du tout dans quelle position il va se retrouver. On a le double pendule, qui est peut-être un petit peu plus connu. Pareil, on fait 2 fois la même expérience, on n'aura jamais la même chose qui va se produire. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de la goutte d'eau qui tombe du robinet. Vous pouvez le faire chez vous si vous avez un robinet suffisamment vieux, ça marche plutôt bien. Donc vous faites tomber goutte à goutte l'eau du robinet, vous ouvrez au fur et à mesure. Puis au bout d'un moment, ce ne sera pas goutte à goutte, ce sera 2 gouttes par 2 gouttes, puis 4 gouttes par 4 gouttes. Et avant d'arriver au mince filet d'eau, le temps qui va espacer 2 gouttes d'eau va être non périodique, va sembler aléatoire, mais ce ne sera pas le cas, ce sera chaotique, globalement. Alors maintenant que j'ai défini tout ça, enfin que j'ai présenté tout ça, qu'est-ce que c'est que le chaos ? Alors la première chose, c'est que le chaos, il faut au minimum 3 degrés de liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Nix, par exemple, il y a plein d'autres satellites qui sont autour. Et puis il y a Pluton. Et ils interagissent tous les uns avec les autres. Ça, c'est différents degrés de liberté. Au niveau du double pendule, chaque pendule a une vitesse, une position. Ça en fait déjà 4, parce qu'il y a 2 pendules. Et puis pour la goutte d'eau, bon, il y a plein de degrés de liberté associés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire du chaos. Il n'y a pas besoin de beaucoup de degrés de liberté. Du chaos, c'est quelque chose qui est non périodique, par essence. On ne pourra jamais reproduire 2 fois la même chose, ça ne va jamais se reproduire dans le temps. Ça va ressembler, mais ça ne sera jamais la même chose. Mais pour autant, c'est déterministe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un ordinateur, on peut simuler du chaos. On peut prévoir ce qui va se passer dans des milliards d'années. Il n'y a pas de souci. Sauf que le chaos, c'est extrêmement sensible aux conditions initiales. Exponentiellement sensible même. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on fait notre simulation du chaos, et on fait une toute petite erreur sur un dernier digit, et très rapidement, ça va se répercuter sur l'ensemble du système. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passe sur ce satellite Nix, c'est parce qu'on essaie de le mesurer avec une certaine précision, et au bout d'un moment, cette précision nous rattrape, et qui fait qu'au bout de quelques mois, on ne peut rien prévoir. C'est ce qui fait que la météo, on ne peut rien prévoir à mieux d'1 ou 2 semaines, et on ne pourra jamais prévoir mieux à 2 semaines, même dans des millions d'années, parce qu'on a du bruit intrinsèquement qui est là, et on ne peut rien y faire. Et c'est ça qui fait que le chaos, dans la vraie vie, c'est plus vraiment déterministe. C'est stochastique. C'est non déterministe. Alors à quoi ça sert d'étudier le chaos ? Alors, spoiler alert, ça fait de la sécurité. Là, en l'occurrence, je vais parler de Cloudflare. C'est une société dans la Silicon Valley qui fait de la sécurité du réseau informatique et qui utilise des lampes à lave. Donc la même chose que vous aviez quand vous étiez gamin, enfin moi en tout cas j'en avais une, j'aimais beaucoup ça. Une lampe à lave, c'est un système chaotique, par essence. Et donc eux, ils ont un mur rempli de lampes à lave et ils ont une caméra qui enregistre tout ça et ils font des nombres aléatoires avec ça. La météo, comme je vous expliquais, la météo, c'est grâce à elle qu'on a commencé à comprendre que le chaos existait, que c'était un phénomène physique qu'on pouvait décrire. Et de nos jours, on utilise maintenant le chaos pour essayer de mieux comprendre les phénomènes météorologiques. Et je finirai avec une IRM lors d'une crise d'épilepsie. Et il se trouve que lors d'une crise d'épilepsie, notre cerveau a un comportement qui ressemble beaucoup à du chaos. Et des chercheurs ont essayé de montrer que, par les connaissances qu'on avait à l'heure actuelle du chaos, on pouvait peut-être prévoir quelques minutes à l'avance l'apparition d'une crise d'épilepsie. Donc ça, c'était le chaos. Maintenant, on va parler micromécanique.
Et quand je dis micromécanique, en fait, ce que je veux dire, c'est MEMS. MEMS, ce sont des dispositifs micro-électromécaniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met une tension, et on va avoir une réponse mécanique. Ou alors l'inverse, on a un déplacement mécanique, et ça va résulter une tension qu'on pourra exploiter plus tard, comme donnée ou autre chose. Et donc ces MEMS sont des tout petits composants, il y en a partout. Si vous ne le savez pas, il y en a partout, il y en a grosso modo une demi-douzaine dans vos smartphones, il y en a dans vos ordinateurs, il y en a dans vos voitures. Ils servent à plein de choses différentes. Lors d'un accident de voiture, si votre airbag se déclenche, c'est parce qu'il y a un accéléromètre, souvent un MEMS, qui a vu qu'il y avait une décélération. Lorsque vous tournez votre smartphone et que l'écran tourne, c'est parce qu'il y a un gyroscope à l'intérieur qui a détecté qu'il y avait une rotation. Donc c'est un peu partout. Et c'est l'outil de base de mes travaux, le MEMS de manière très très générale, et le fait qu'il soit présent partout de base, c'est vachement intéressant lorsqu'on essaye de trouver de nouvelles applications, parce qu'on sait qu'elles vont pouvoir s'appliquer assez rapidement un peu partout. Maintenant, comment est-ce qu'on fait du chaos en mécanique? Alors je vais vous prendre, donc là je vous ai parlé de MEMS, il y a plein de structures, il y a plein de formes, il y a plein d'applications. Mais de manière générale, on peut plus ou moins toujours résumer ça par une poutre doublement encastrée. Alors une poutre doublement encastrée, je vais poser mon micro 2 secondes. En gros, c'est un peu comme cette règle. On va... C'est vrai qu'elle tourne pas mal cette table. C'est un peu comme cette règle qu'on va fixer des deux côtés. Et ce qui va être intéressant de faire, et ce qu'on a souvent fait quand on était... Enfin moi quand j'étais gamin en tout cas, c'est d'appuyer sur les deux extrémités. Et là, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on flambe la structure. On la flambe en bas, on la flambe en haut, les deux états sont possibles, et ce qui est important, c'est qu'on a flambé la structure. Bon. Ben, c'est ce qu'on va faire exactement. On va s'amuser à contraindre notre système des deux côtés, et on va le flamber. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois que notre système est flambé, j'expliquerai plus tard comment est-ce que concrètement on le fait à l'échelle micro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exciter notre système. C'est-à-dire qu'en plus de le flamber, je vais en plus de ça appliquer une force périodique. Je ne vais pas le faire là parce que ça ne va pas le faire, mais globalement c'est ça l'idée. Alors si on fait ça, donc le système est flambé, et donc il va globalement vibrer autour de sa position d'équilibre. Et donc si on veut mesurer le déplacement, on va avoir un signal périodique. Là, vous voyez, c'est 2 microns parce que c'est un MEMS en pratique, dans la simulation. Mais voilà, on a ce déplacement périodique. Si maintenant je m'amuse à augmenter la force, juste la force d'excitation, je vais commencer à avoir des comportements un peu plus bizarres, parce que déjà de base, le système flambé, c'est quelque chose d'extrêmement non linéaire, c'est quelque chose qui a pour but de partir un peu dans tous les sens, on va dire. Et donc ce qui va se passer, globalement, c'est qu'on va avoir plusieurs périodes qui vont apparaître. Là, en l'occurrence, il y en a 2. Hein. Vous voyez qu'il y a deux symboles qui vont se reproduire, et c'est un peu la même chose que ce que je vous expliquais avec les gouttes d'eau. Au début, il y a une goutte d'eau, après il y en a 2, après il y en a 4. Et là, si je continue à augmenter ma force, au bout d'un moment, je verrai 4 périodes apparaître. Jusqu'à un moment où je mets suffisamment de force dans mon système pour carrément passer d'un flambage à l'autre. Et si je le fais à la bonne fréquence, j'aurai une réponse comme ça. Ça ressemble à du chaos. Comment est-ce que je sais si c'est du chaos ou si c'est pas du chaos? Là, le flambage, il était à une certaine position, une certaine élévation pour cette simulation. Ce que je peux m'amuser à faire, c'est une simulation, hein, je fais un peu ce que je veux. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est de faire exactement le même système, exactement le même. La seule différence, c'est qu'on va élever un tout petit peu plus la structure, de vraiment pas grand-chose, un ppm, donc une partie par million, donc c'est vraiment voilà, tout petit peu. Et on refait exactement la même chose. Et donc on obtient le même résultat, sauf lorsqu'on regarde un petit peu plus loin dans le temps. Donc là, je vous montre la différence, et on voit bien qu'arriver à 4 millisecondes, c'est plus du tout la même chose. Donc, une toute petite modification a créé des énormes conséquences. C'est l'effet papillon, que vous connaissez tous de nom. C'est exactement ça, c'est ce chaos. Donc là, je sais que j'ai du chaos pour plusieurs raisons. Déjà, c'est non périodique, ça c'est assez clair, et c'est extrêmement sensible aux conditions initiales. Donc ça y est, on a fait du chaos avec de la mécanique.
Sauf que, donc, comme je vous expliquais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la micromécanique, donc pas avec une règle. Et donc, la grosse question, c'est, mais comment est-ce qu'on fait pour la flamber, notre structure? On va pas être avec nos petits doigts en train de l'appuyer, là, dans notre smartphone, ça va pas trop le faire. Donc, ce que les gens, ils font, d'habitude, c'est qu'ils mettent des électrodes de part et d'autre de leur système. Et donc, ils vont appliquer ce qu'on appelle une différence de potentiel, et là, ça fait une force électrostatique, c'est la même force qui fait que vos cheveux partent un peu n'importe comment avec la force électrostatique. C'est un peu le même principe, sauf que là, la structure, elle est beaucoup plus rigide. Donc il faut une sacrée force pour réussir à faire ça. Et on parle généralement de plusieurs dizaines, voire centaines de volts, et ça, c'est pas... tout le monde n'est pas fan de ça en termes d'application. Donc c'est flamber une structure, ça demande beaucoup d'énergie et ça plaît pas forcément en termes de techno. Du coup, nous, à Tima, on fait pas du tout ça. On a une autre technique. Je vais pas l'expliquer ici parce que c'est très technique et que en fait c'est pas si important que ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas nécessaire de flamber une structure pour arriver à avoir du chaos. On peut faire d'autres choses qui ne sont pas aussi drastiques que de flamber et qui peuvent s'appliquer ensuite à accéléro, gyro, capteur de gaz, etc. Donc, on utilise autre chose, mais je vais continuer sur le cas de la poutre flambée, parce qu'au final, ça change pas trop ce que je vais vous présenter. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait de la sécurité avec ça? Alors, je vous donnais ici, on va reprendre l'exemple précédent avec les deux structures qui sont presque les mêmes et qui donnent quelque chose de différent à la fin. Et là, comme je vous ai expliqué au tout début de la présentation, eh ben, on peut peut-être faire des nombres aléatoires avec ça, au final. Et du coup, la grande question pour savoir si on peut faire des nombres aléatoires avec ça, c'est qu'est-ce que c'est dans la vraie vie, quand on a un vrai dispositif, c'est qui lui? Le fait que les dispositifs soient légèrement différents, d'où est-ce que ça provient? Il y a deux grandes sources. La première source, c'est la fabrication. C'était pas exactement la même chose. Du coup, c'est légèrement différent. Si c'est le cas, ça va être fixe. Déterministe, alors là, il faut faire attention à ce mot. Ce que je veux dire par le fait que c'est déterministe, c'est le fait que comme c'est fixe, on peut le mesurer, et puis après, on pourra toujours prévoir ce qui va se passer dans une certaine mesure. Et donc avec ça, on peut s'imaginer faire un PUF, donc globalement de faire un identifiant. C'est-à-dire on crée plein de dispositifs, ils sont tous un peu différents, et on aura une réponse extrêmement différente, et ça va nous permettre de chaque dispositif remonter à un individu ou quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a une autre source d'imperfection qui est plus intéressante en soi, je trouve, c'est les bruits. Il y a du bruit thermique, c'est-à-dire le fait qu'on est à 20 degrés et quelques, on est tous en train de vibrer, on a tous du bruit en nous, c'est comme ça, c'est un phénomène en soi. Et c'est un bruit, pour le coup, qui est complètement stochastique, c'est-à-dire qu'en soi, à moins d'avoir une puissance de calcul qui dépasse l'univers, on n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle stochastique. Et là, ce qu'on peut faire avec ça, c'est vraiment des générateurs de nombres aléatoires, c'est-à-dire que je prends un dispositif, toujours le même, dans la vraie vie, pas en simulation. Dans la vraie vie, je prends un dispositif, il a toujours du bruit, je fais une fois la mesure, 2 fois la mesure, 3 fois 20 fois la mesure, j'aurai jamais le même résultat. Et donc on peut avoir un générateur de nombres aléatoires avec ça. Pas besoin d'aller en mécanique. Hein. Du chaos, on peut le faire en électronique, on peut le faire en optique, on peut le faire en plein de choses. Ce qui compte, c'est si jamais on a quelque chose de analogue et qui est hardware, hein, vraiment pas une simulation et pas quelque chose de digital, enfin avec des digits, et qu'on rajoute du chaos, on aura forcément un nombre aléatoire. On pourra créer un générateur de nombres aléatoires. Bien, je vais passer à la dernière partie, qui est la deuxième application, qui est celle qui, moi, m'a conduit un petit peu mes recherches. Mais avant de passer à cette dernière phase, on va voir ensemble un dernier phénomène physique, qui est le phénomène de synchronisation. Phénomène de synchronisation, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je vais le rappeler ici. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir plein de métronomes qui vont battre le temps, tous au même tempo, mais on les a pas lancés en même temps. Donc ça va être un peu le bordel. Et ce qui va être intéressant, c'est que tous ces métronomes, ils sont sur une table. Et ce qui fait que chaque métronome sent son voisin battre. Et naturellement, ils vont tous avoir tendance à s'aligner petit à petit,
et à battre à l'unisson. Il n'y a pas un être humain qui est venu derrière pour leur imposer quoi que ce soit, c'est juste par le fait qu'il y a la table qui les couple, qu'à la fin, ils font tous exactement la même chose. Ça, et bon, si on veut en rentrer un peu plus dans le détail, c'est parce qu'il y a une minimisation d'énergie, mais globalement, ils ont tous envie d'être à l'unisson. C'est ce qui se passe aussi avec les lucioles, que vous pouvez des fois voir émettre des flashs de lumière à l'unisson. C'est pas qu'elles ont envie, c'est pas conscient, ça va bien au-delà de ça, c'est vraiment physique, ce qui se passe derrière. C'est aussi ce qui se passe avec le pacemaker. Vous avez un cœur qui bat pas avec un rythme régulier, et vous avez un pacemaker qui lui a une horloge bien précise et qui va envoyer un petit pulse de temps en temps à votre cœur. C'est pas une grosse main qui est en train de le forcer à vibrer une certaine fréquence, non, c'est un tout petit pulse, et le cœur, lui, il se dit « Ah, bah, ce serait peut-être plus facile si je vibrais exactement, si je battais exactement à ce rythme-là. » Donc c'est un phénomène qui est largement exploité, et du coup, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut le faire aussi avec du chaos. Alors on reprend nos fameux deux dispositifs. Cette fois-ci, les deux dispositifs, ce sont exactement les mêmes, d'un point de vue fabrication, juste pour le cadre de cet exemple. Ce sont exactement les mêmes, tout comme les métronomes, ici c'était les mêmes. Mais comme je vous l'expliquais juste avant, on subit toujours du bruit dans la vraie vie, et du coup, bon, ils font pas exactement la même chose à la fin. Mais en soi, structurellement, ce sont les mêmes. Et donc on n'aura jamais la même réponse entre ces deux dispositifs similaires, sauf si on décide d'aller coupler. Alors là, le couplage, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être, ils sont placés juste à côté, comme pour l'exemple de la table. Ça peut être un petit signal électrique qu'on va envoyer. Ça peut être optique. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sera plus complexe que juste l'histoire de la table. Hein. Le couplage est un peu plus complexe que ça, mais l'idée, c'est globalement ça, que si jamais on les couple, eh ben, ça va faire exactement le même résultat, et on va garder le même résultat dans le temps. Donc on aura deux dispositifs chaotiques, et même s'ils sont chaotiques, ils font la même chose à la fin. À quoi ça nous avance? Et on arrive sur la dernière slide. Comment faire de la cryptographie avec ça? Alors imaginons, on a Alice qui veut envoyer une petite information à Bob à travers un canal public. Alice et Bob vont tous les deux avoir des MEMS chaotiques. Et pour ce principe-là, il faut que ce soit exactement les mêmes. Alors on pourra discuter ensuite de qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais on va dire pour l'instant que ce sont des jumeaux. Jumeau A, jumeau B. Et donc Alice, ce qu'elle va faire, c'est qu'en continu, elle va envoyer le signal chaotique venant de son dispositif micromécanique. En continu, elle l'envoie à Bob. Donc Bob, lui, ce qu'il reçoit, c'est ce signal chaotique. Et comme il a un dispositif extrêmement similaire, il va pouvoir se synchroniser. Et il le voit. Il voit que le signal qui sort de son dispositif est extrêmement similaire à celui qu'il reçoit. Donc il sait qu'il est synchronisé. Bon. Maintenant, Alice, elle veut envoyer des informations. Elle ne veut pas envoyer un truc qui ressemble à du bruit. Pardon. J'oubliais, bien sûr, il y a toujours Eve qui est là, qui veut savoir ce que Alice va envoyer à Bob. Elle sait très bien que le fonctionnement, c'est à base de MEMS chaotique, donc elle en a aussi un. Le seul problème, c'est qu'elle sait pas du tout c'est quoi le MEMS en l'occurrence qui a été utilisé. Elle connaît pas les paramètres, elle connaît pas la fréquence de résonance, elle connaît pas la dissipation, elle connaît pas la non-linéarité, elle connaît rien. Autrement dit, elle n'a pas idée de la clé. La clé, ce sera les fameux paramètres du système. Donc maintenant, Alice, elle veut envoyer des 1 et des 0. Comment est-ce qu'elle va faire? Quand elle va vouloir envoyer des 0, elle va rien faire. Elle va continuer à envoyer son signal chaotique. Mais quand elle va vouloir envoyer des 1, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer son résonateur. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait mettre des électrodes de part et d'autre de notre système, et qu'en appliquant une tension, on pouvait légèrement changer le paramètre. Si jamais on fait ça, là, qu'on décide de mettre une électrode et de changer les paramètres, ce qui va se passer, c'est que du coup, ce sera plus les mêmes dispositifs. Si c'est plus les mêmes dispositifs, Bob, il est plus synchronisé. Et Bob, il le sait qu'il n'est pas synchronisé. Il le voit que son résultat n'est pas le même que celui qu'il a reçu. Et là, il se dit, paf, c'est ça, mes 0 et mes 1. Je suis synchronisé ou pas synchronisé. Et donc, j'arrive à récupérer mon information. Et Eve, elle, c'est pas du tout le même dispositif, donc elle est jamais synchronisée. Donc elle a toujours des 1, et elle n'arrive pas à avoir l'information. Donc ça, c'était conceptuel, un peu abstrait. Concrètement, lorsqu'on prend des vrais MEMS,
Euh, Ça, c'est typiquement le genre de manip qu'on va faire. Donc ça, c'est pas une simulation, hein, c'est des résultats d'une expérience réelle. On a Alice qui envoie en bleu un signal qui ressemble à du bruit tout du long, et on a Bob qui reçoit ce signal et qui essaye d'en déduire quelque chose. Et il voit qu'au début ça a vraiment rien à voir, et à la fin ça ressemble pas trop mal. Et donc il en déduit qu'il a deux sections et qu'il a des 1 et des 0, concrètement. Donc maintenant que j'ai dit ça, faisons un petit récap. Les gens parlent souvent de cryptographie chaotique, c'est plutôt de la stéganographie, c'est-à-dire qu'on cache l'information plutôt que de vraiment la mixer. Ça marche pourquoi? Ça marche parce que le chaos, ça ressemble à du bruit et que du coup, les gens, ils ont du mal à interpréter quoi que ce soit de quelque chose qui ressemble à du bruit. Et qu'il faut une analyse très approfondie, et ça, on pourra aussi en discuter, mais c'est extrêmement complexe d'extraire les paramètres du système juste en analysant une trace temporelle. C'est grâce à la synchronisation qu'on va réussir à décrypter ce qui ressemble à du bruit. Et au final, ça ressemble à un peu n'importe quel autre type de cryptographie, dans le sens où c'est toujours basé sur une clé. C'est juste le système en soi analogique qui est un petit peu différent. Et là, la clé, en l'occurrence, ce sont les paramètres mécaniques du système. Et c'est tout. Je vous remercie.